elle est toujours, elle répond toujours oui pour notre invitation. On le remercie beaucoup et je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais remercier SCAT et aussi l'ensemble du comité de l'ADN. Je voudrais aussi remercier les laboratoires Technimed de m'avoir associé à cette session sur le risque cardiovasculaire. Alors, comme vous le savez, les dernières recommandations sur l'hypertension artérielle sont tombées il y a une quarantaine de jours, d'accord, au cours du dernier congrès de la Société européenne de cardiologie à Munich, qui s'est tenu à la fin août à Munich. Et il y a eu des nouveautés. Dans l'hypertension artérielle, il y a toujours des nouveautés. Et vous allez voir, si vous consultez un petit peu les recommandations, vous allez voir que les IEC, les ARA2 sont regroupés déjà ensemble et qu'il n'y a pas plus qu'un quart de page pour traiter les ARA2, les IEC dans ces recommandations. Mais en même temps, vous allez voir que ces classes thérapeutiques, elles vont être présentes dans pratiquement toutes les indications de l'hypertension artérielle, sauf exception. On va les voir. Donc, c'est des classes qui sont incontournables. On va essayer de voir un petit peu les indications de cette classe, qui est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à la lumière de ces dernières recommandations. Alors, des études récentes ont montré qu'on était 1,5 milliard de personnes à être hypertendues en 2015 dans le monde. Ce qui n'est pas rien du tout. 40-45% des adultes, presque la moitié on va dire. Donc c'est une évolution presque naturelle. Prévalence qui augmente de façon constante et qui augmente avec l'âge. Et quand on dépasse 60 ans, on est plus de 60% à faire de l'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle, qu'elle soit diagnostiquée au cabinet ou en ambulatoire, est un facteur de risque de décès prématuré, de mort subite, de complications cardiovasculaires, d'ACFA, et aussi, dernièrement, on commence à avoir un peu plus d'évidence que l'hypertension artérielle est un facteur de démence et aussi un facteur de déclin cognitif. Vous le savez très très bien, plus la pression artérielle augmente et plus le risque est élevé, et plus on a de facteurs de risque, plus le risque est élevé, et plus on a de complications rénales ou cardiaques, et plus le risque est élevé. Vous voyez quelqu'un qui a plus de 18-11, il est à haut risque cardiovasculaire, même s'il n'a aucun autre facteur de risque, aucune atteinte d'organe cible. Et aussi en parallèle, vous avez quelqu'un qui a une pression normale haute, lorsqu'il a une atteinte d'organe cible, lorsqu'il a plusieurs facteurs de risque, en l'occurrence un diabète compliqué, à ce moment-là, il va être classé very high risk. Alors, quel est le diagnostic en 2018 de l'hypertension artérielle? Retenez juste ce chiffre, lorsqu'on a 14,9, on est déjà hypertendu. À 14,9, on est déjà hypertendu. Alors, les recommandations, ils parlent de plus en plus de diagnostic en ambulatoire. Il faut absolument se mettre au diagnostic ambulatoire, que ce soit par l'automesure à domicile, qui est extrêmement simple. Le patient qui achète un appareil et qui va l'utiliser pendant 10 ans, 15 ans, et qui va gérer avec vous un petit peu les pressions artérielles, mais il ne va pas gérer le traitement, bien entendu, d'accord? Il va être responsable de sa maladie, il va être responsable de son traitement, c'est important. Et aussi, il y a la MAPA ou le Holter, et qui permet d'avoir un certain nombre de renseignements un peu plus précis. Et les gens insistent beaucoup plus sur la pression artérielle nocturne. Lorsque cette pression artérielle nocturne moyenne est au-delà de 120/70, on est dans l'hypertension artérielle. Et là, par contre, on peut diagnostiquer un certain nombre d'hypertension artérielle qui surviennent la nuit, essentiellement chez les patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil. Alors, ces méthodes qui sont en dehors du cabinet vont permettre de diagnostiquer l'hypertension blouse blanche. Et il y a eu beaucoup de publications récemment sur cette maladie. Et elle est extrêmement fréquente, 30-40% de prévalence, 50% chez les sujets âgés. Faites attention. Quand vous diagnostiquez une hypertension artérielle au cabinet chez quelqu'un qui est âgé, une fois sur deux, on peut se tromper. Et une fois sur deux, on va le traiter par excès. Donc, essayez de prendre le temps de diagnostiquer. Essayez, dans la mesure du possible, d'utiliser les moyens en dehors du cabinet. Elle est plus fréquente chez la femme,
pour les patients qui sont à faible risque. Et puis, son pronostic, il est meilleur que l'HTA permanente, et ce sont des patients, bien entendu, qu'on ne va pas traiter. En opposition, on peut diagnostiquer avec ces nouvelles méthodes d'hypertension masquée, et là aussi, il y a des études qui ont montré que c'est 15% des patients qui ont une pression normale au cabinet. Alors, quels sont ces patients qui ont une pression normale, mais chez lesquels on va suspecter une hypertension artérielle en dehors du cabinet? Ce sont deux profils de patients. Le sujet jeune qui est hyperactif, qui est hyper anxieux, d'accord? Il faut faire attention à lui. Il faut se dire peut-être qu'en dehors du cabinet, il est hypertendu et que peut-être qu'il va développer beaucoup plus de diabète, de dyslipidémie et puis d'atteinte d'organes cibles. C'est extrêmement important à savoir, hein. Donc ce sont des patients qu'il faut savoir diagnostiquer pour les traiter correctement, parce que sinon, c'est des gens qui sont à haut risque. Ce n'est pas comme l'HTA blouse blanche. Le deuxième profil des patients chez lesquels on va suspecter une HTA masquée, ce sont les patients qui ont un gros risque cardiovasculaire. Des patients qui sont diabétiques, qui sont gros, qui sont hypertendus, qui fument, et malgré ça, vous allez trouver une tension artérielle normale au cabinet. Vous allez vous poser la question, est-ce que vraiment ils ont une tension artérielle normale? Et vous allez leur poser soit un holter, soit vous allez leur recommander l'automesure à domicile. La physiopathologie de l'hypertension artérielle, elle fait appel à la génétique. C'est une maladie qui est essentiellement monogénétique. Elle fait appel aussi au système nerveux sympathique, à la rétention hydrosodée et essentiellement au système rénine-angiotensine que vous connaissez très très bien. Alors, la pièce maîtresse de ce système rénine-angiotensine, c'est l'angiotensine 2, qui est bien sûr, qui provient de l'angiotensine 1 par la conversion à l'aide de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Et l'IEC va agir justement à ce niveau-là pour faire baisser le niveau d'angiotensine 2. Cette angiotensine 2 qui est un puissant vasoconstricteur, ça c'est la première des choses, et puis qui va agir par l'intermédiaire d'autres systèmes, notamment par l'activation du système sympathique, par la réabsorption de sel et d'eau, par la libération d'ADH et bien sûr par la libération de l'aldostérone. Et bien sûr, ce qui va en résulter, c'est une rétention hydrosodée, c'est une augmentation de la volémie, c'est une augmentation de l'appareil, de la perfusion de l'appareil juxtaglomérulaire, de la vasoconstriction. Tous ces paramètres-là vont aboutir, bien entendu, à l'hypertension artérielle. Donc, si on peut agir à ce niveau-là par l'IEC, on va essayer d'éviter un certain nombre de paramètres à ce niveau, au niveau de cette cascade. Les IEC agissent sur plusieurs indications, comme l'indiquent les recommandations, dont l'insuffisance cardiaque, ça a été montré tout à l'heure par mon prédécesseur, dans la dysfonction sans insuffisance cardiaque, dans le post-infarctus, chez le diabétique, chez la néphropathie non diabétique, dans le cadre de l'hypertrophie ventriculaire gauche, dans le cadre de l'atteinte rénale, dans le cadre de la fibrillation atriale, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure, dans le syndrome métabolique aussi. Ce sont toutes des indications, vous voyez qu'elle a un petit peu la première place en termes d'indications dans le cadre de l'hypertension artérielle. Juste, il faut faire extrêmement attention aux contre-indications des IEC. C'est essentiellement la femme enceinte, c'est aussi lorsqu'il y a un antécédent d'angioœdème, c'est extrêmement grave, on n'a pas le droit de donner un bloqueur du système rénine-angiotensine, l'hypercalémie et aussi la sténose bilatérale des artères rénales. Alors, quand est-ce qu'on va démarrer le traitement? Selon les dernières recommandations de 2018, retenez juste ce chiffre, au-delà, à partir de 140 sur 90. À partir de 140 sur 90, et bien entendu, vous avez pris le temps de diagnostiquer, vous avez pris le temps d'être sûr que c'est un au-delà de 140-90 et que ce n'est pas un effet blouse blanche, c'est important. La seule différence, la seule exception, c'est au niveau des patients très âgés, au-delà de 80 ans. À ce moment-là, c'est à partir de 160 sur 90. Alors, les IEC sont d'abord et avant tout des antihypertenseurs. Et je vous montre juste une petite étude, enfin une grande étude, qui a montré un petit peu l'effet de cette classe sur l'hypertension artérielle, sans parler des complications et du risque cardiovasculaire. On a pris des patients qui sont nouvellement diagnostiqués, hypertendus, et des patients qui étaient déjà sous traitement, mais qui n'étaient pas contrôlés. D'accord? La plupart n'étaient pas contrôlés. Donc au total, 10 000 patients.
Et puis vous voyez qu'avec le périndopryl, il y a une baisse de la pression systolique, aussi bien chez les patients nouvellement diagnostiqués que chez les patients qui avaient un traitement auparavant. Donc il y avait un gain en termes de pression systolique et diastolique. Et quand on peut comparer la baisse de pression artérielle par rapport au traitement antérieur, alors quel que soit le traitement antérieur, que ce soit les IEC, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les diurétiques, les ARA2, donc il y avait toujours un gain à utiliser le périndopryl, aussi bien en termes de systolique que de diastolique. Et que disent les recommandations dans ce groupe de patients qui sont les tout venants? Ce sont vos patients, ce sont les patients que vous voyez tous les jours. Vous allez voir le lundi, les patients qui ne sont pas compliqués, qui sont tout simplement hypertendus. Alors les nouvelles recommandations insistent sur la bithérapie. Voilà, c'est une nouveauté un petit peu dans ces recommandations. Dans la bithérapie, on voit qu'il y a les bloqueurs du système rénine-angiotensine, toujours ici, associés soit à un inhibiteur calcique, soit à un diurétique. Sauf, on va donner une monothérapie dans la seule indication où il y a un très faible risque cardiovasculaire, lorsque la pression artérielle est à un stade 1, lorsque les patients sont au-delà de 80 ans. À ce moment-là, il est plus prudent de commencer par une monothérapie. Mais en dehors de ça, c'est la bithérapie maintenant qui est recommandée et c'est bloqueur du système rénine-angiotensine associé à inhibiteur calcique ou diurétique. Dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les classes d'antihypertenseurs peuvent faire régresser l'hypertrophie ventriculaire gauche, sauf l'hydralazine et l'aminoxydilé qu'on n'utilise pratiquement plus dans l'hypertension artérielle, et que cette régression, elle est indépendante des chiffres tensionnels, donc elle est par le biais de l'action tissulaire des IEC sur la cellule myocardique. Les recommandations d'il y a 4 semaines, ils disent que pratiquement toutes les classes ont une action sur l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais il y a un privilège pour les ARA2, les IEC et les inhibiteurs calciques dans cette indication. Voilà un exemple avec le Kinapril qui a été donné plusieurs mois, et vous voyez la masse du ventricule gauche qui va baisser avec le temps de façon très significative. La dysfonction endothéliale aussi est extrêmement importante parce que c'est le primum movens de l'athérosclérose. Vous savez qu'on on passe par le tabac, l'hypertension, le diabète, l'obésité, j'en passe. Et puis, l'étape juste après, c'est la dysfonction endothéliale. Et ce sont ces petites cellules qui tapissent l'endothélium vasculaire qui vont être endommagées et qui vont être le lit de l'athérosclérose avec le temps. Et bien entendu, ils vont être le lit de la thrombose et bien entendu des complications cardiovasculaires. Eh bien, il se trouve que les IEC ont une action sur la dysfonction endothéliale en dehors de la pression artérielle, en dehors de l'action sur la pression artérielle. Et ça, c'est intéressant. Comme vous le savez très bien, les IEC, l'enzyme de conversion est essentiellement tissulaire et très très peu au niveau circulante, et que l'action des IEC, c'est essentiellement en faisant baisser l'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur, en augmentant les bradykinines, en augmentant le NO, et bien entendu, on a une action vasculaire. On a une vasodilatation, on a une action sur la thrombose, sur la stabilisation de la plaque, et tout ceci, sur l'inflammation. Tout ceci, ça fait le lit de l'athérosclérose et de l'athérothrombose. Et donc, si on peut agir sur ceci, ça serait vraiment bien. Et il y a une étude qui a été faite, c'est l'étude pertinente, et qui a essayé de voir est-ce qu'il y a une action directe sur la dysfonction endothéliale. On va passer sur les paramètres qui ont été mesurés, mais ce qui ressort de cette étude, qu'il y a une amélioration de la fonction endothéliale, qu'il y a une diminution de l'apoptose, qu'il y a une diminution de l'inflammation et une diminution de l'activité procoagulante et donc de tout ce qui est thrombose et embolie. Donc il y a un effet au-delà de la pression artérielle sur la dysfonction. Qu'en est-il des IEC chez le diabétique? Chez le diabétique, ça a été démontré depuis maintenant plus de 20 ans. Il faut savoir qu'on a commencé par les patients qui étaient hypertendus. On voulait baisser leur pression artérielle diastolique, c'est l'étude haute, et on s'est rendu compte, chez le diabétique, on s'est rendu compte qu'avec un IEC, on fait baisser le risque de 50%. De la même manière, avec UKPDS, on a baissé la pression artérielle systolique, et donc on a réduit de façon très significative le nombre d'AVC. Donc,
La première étape, c'était le patient hypertendu diabétique. Est-ce qu'il fallait le traiter? Bien entendu, il fallait le traiter par IEC et on a démontré l'efficacité. Puis par la suite, il y a eu les deux grandes études, l'étude HOPE avec le ramipril et l'étude Europa avec le perindopril, et qui ont essayé de voir dans un sous-groupe aussi de patients qui étaient normotendus, diabétiques, avec une tension normale. Est-ce qu'on pouvait réduire le risque cardiovasculaire? Il n'y a pas photo. Regardez l'étude micro-HOPE, 50% de réduction avec le ramipril, et l'étude avec le perindopril, aussi une réduction. Ici, c'est le risque relatif, ici, c'est le risque absolu de 1,9. Il faut savoir aussi que les IEC diminuent le nombre de nouveaux cas de diabète. Ça a été fait avec le trondolapril, l'étude PIS. Donc, il y a moins de nouveaux cas de diabète. Et puis, l'étude Persuade, c'est qu'il y a une sous-étude de l'étude Europa, qui est une très grande étude européenne, et qui a testé le perindopril versus placebo chez des patients qui sont diabétiques, mais coronariens, d'accord? Et là, il y a une réduction très significative du critère primaire qui est le décès par cardiovasculaire, par AVC et l'infarctus non fatal, et puis aussi l'infarctus fatal non fatal de moins de 23% et l'insuffisance cardiaque. On s'y attendait, les IEC ont une action extrêmement intéressante, ça a été dit tout à l'heure par mon prédécesseur sur l'insuffisance cardiaque, les IEC ont une action extrêmement intéressante. Alors que disent les nouvelles recommandations? Je vous laisse lire juste ici. Il est recommandé de commencer par une combinaison lorsque le patient est diabétique, une combinaison, encore une fois, un bloqueur du système rénine-angiotensin, il ne spécifie pas, IEC ARA2, associé soit à un inhibiteur calcique, soit avec un thiazidique. Et vous voyez ici qu'il y a un niveau de preuve le plus élevé, 1A. OK? Donc c'est extrêmement important. Diabétique, on commence par un bloqueur associé à un inhibiteur calcique ou à un diurétique. L'atteinte rénale, je ne vais pas m'étaler parce que ça a été détaillé hier par mon ami Ben Ralem. Je voulais juste vous dire un peu ce que disent les dernières recommandations. Aussi, encore une fois, on commence par une bithérapie. Quand il y a une atteinte rénale, bithérapie, et encore une fois, on retrouve les bloqueurs du système rénine-angiotensin, associés soit à un inhibiteur calcique, soit à un diurétique, avec un niveau de preuve, encore une fois, 1,4. Quelqu'un qui a une maladie coronaire, là, il y a eu plusieurs études qui ont montré l'utilité des IEC, les deux grandes études HOPE et Europa avec le ramipril et le perindopril, PIS et Imagine. Et ce qui ressort dans l'étude HOPE avec le ramipril, c'est qu'il y a une baisse du risque de 22%. Quand on est coronarien et qu'on reçoit par la suite un IEC, on a une baisse du risque de 22%. Avec Europa et le perindopril, c'est une très grande étude qui a duré pendant 5 ans, versus placebo. Là encore, il n'y a pas photo. Le critère primaire, il est réduit de 20% en faveur du perindopril. Bien entendu, l'infarctus aussi, il est réduit de 24%. L'insuffisance cardiaque, on s'y attendait, elle est réduite de pratiquement 40% des cas. Et ceci, malgré une baisse qui n'est pas très importante de la pression artérielle. Donc ça veut dire que le perindopril agit pas direct, pas obligatoirement et pas seulement via les chiffres tensionnels, mais aussi par une action directe sur la paroi vasculaire et sur le cœur aussi. Alors que disent les dernières recommandations concernant la maladie coronaire? Encore une fois, on commence par une bithérapie, bloqueur du système rénine-angiotensin. Ici, bêta-bloquant, ils retrouvent un petit peu leur intérêt dans la maladie coronaire ou inhibiteur calcique. Sauf, bien sûr, on va commencer par la monothérapie, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est à faible risque ou quelqu'un qui a plus de 80 ans. La dysfonction VG, avant d'arriver à l'insuffisance cardiaque, vous savez qu'on commence par dysfonctionner le ventricule gauche sur le plan diastolique, puis sur le plan systolique, puis par la suite, il y a les signes qui commencent. Et là, je ne vous apprends rien du tout, ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui date de plus de 30 ans, d'accord? Donc, il y a un effet des IEC qui est extraordinaire, et c'est là où il y a eu le déclin, c'est là où il y a eu la révolution en cardiologie. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma cardiologie, on était très, très limité dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Actuellement, les patients, ils vont beaucoup mieux, ils survivent plus longtemps. Et ça, c'est grâce en grande partie aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et ça a été démontré par un très, très grand nombre d'études contrôlées, bien entendu. Ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu
l'étude SAVE, Air, les plus anciens d'entre nous, ils reconnaissent un petit peu, se souviennent un petit peu de ces études qui ont montré une réduction de la mortalité avec l'IEC versus placebo. Je termine par l'accident vasculaire cérébral qui est un chapitre extrêmement important dans l'hypertension artérielle. Et là, je vous présente une seule étude parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées aux patients qui sont hypertendus et qui ont fait un AVC. Il faut suivre avec moi. Hein. Là, on n'est plus dans la prévention primaire, on est dans la prévention secondaire. Le patient a déjà fait un accident vasculaire cérébral ou un AIT. Et là, on voulait savoir, bien entendu, est-ce que le périndopril associé à l'indapamide fait mieux que le placebo ou pas? Voilà le résultat. Encore une fois, il n'y a pas photo. Il y a une réduction de 28% de risque d'accident vasculaire, de récidive d'AVC chez les patients qui étaient sous périndopril. Et les dernières recommandations de 2018, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent qu'il est recommandé, encore une fois, de traiter par un bloqueur du système rénine-angiotensine plus un inhibiteur calcique ou un thiazidique. Et on retrouve encore une fois ici la place des bloqueurs du système rénine-angiotensine. Un petit mot sur le sujet âgé, avec une grande étude qui est l'étude IVET, qui a comparé indapamide plus ou moins périndopril versus placebo chez des patients qui ont plus de 80 ans. Parce qu'avant, on se disait, le fait de traiter les patients de 80 ans, est-ce qu'on ne va pas précipiter leur décès? Est-ce qu'on ne va pas précipiter les complications? Parce qu'ils sont fragiles. Eh bien non, il y a un intérêt à les traiter. Tout d'abord, on fait baisser la pression artérielle systolique et diastolique. Et deuxièmement, on fait baisser la mortalité totale de 21%. Et on fait baisser le risque d'accident vasculaire cérébral chez ces patients-là qui sont âgés de pratiquement 30%, ce qui n'est pas rien du tout. Alors, en conclusion, j'espère que vous êtes convaincus que les IEC maintenant, en 2018, sont une classe thérapeutique qui est incontournable dans le traitement de l'hypertension artérielle et dans tous les sous-types d'hypertension artérielle, essentiellement que ce soit l'HTA tout venant, que ce soit l'hypertension artérielle et diabète, la maladie coronaire, l'insuffisance cardiaque, l'AVC, le sujet âgé et l'atteinte rénale. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on remercie le professeur Shraibi de son excellent et brillant exposé. Et la parole est à la salle pour 2 ou 3 questions. Oui. Allez-y. Le micro, s'il vous Allez-y. plaît. Parlez, je vais retransmettre là. Attends le micro. Ok, je micro. Attends le micro. Alors ça, c'est une excellente question. Madame, elle pose la question, est-ce que le fait de faire un régime hyposodé, il a sa place avec un traitement IEC, bien entendu, essentiellement chez les patients qui sont volodépendants, qui ont une hypertension artérielle volodépendante. Il a une action sur l'hypertension artérielle, ça c'est certain, parce que rien que le régime hyposodé, et ça a été démontré par des études, essentiellement l'étude DASH, il permet de faire baisser les chiffres tensionnels systoliques et diastoliques, mais il n'y a pas que ça. Il permet de potentialiser l'effet d'un certain nombre de médicaments, essentiellement les diurétiques, les inhibiteurs calciques, mais aussi les IEC. Donc, bien entendu, il faut toujours commencer par un régime hyposodé. Absolument. Oui? Alors, la question de monsieur, est-ce que les IEC et les ARA2 ont la même efficacité? Je m'attendais à cette question. Oui, la réponse est claire. Ils ont exactement la même efficacité sur le risque cardiovasculaire. Il y a quelques exceptions un petit peu. C'est que les IEC ont peut-être un peu plus de bénéfices chez les patients qui sont cardiaques et sur la prévention du risque cardiaque essentiellement et coronaire. Les ARA2 un peu moins, mais il y a des sous-études d'études avec les ARA2 qui ont montré l'efficacité sur le risque cardiaque. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a l'efficacité aussi des IEC peut-être dans un sous-groupe de patients qui sont les gens qui ont une atteinte rénale non diabétique. Les protéinuries non diabétiques, parfois, ils sont un peu mieux, ils répondent beaucoup mieux aux IEC qu'aux ARA2. Bon, après, il y a aussi des avantages des ARA2. C'est qu'il y a moins d'effets indésirables, ça a été démontré, ils ont un peu plus d'adhérence que les IEC.
Donc, mais pour répondre à votre question, en termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Et, donc la dernière question. Dernière. La dernière. Les études que vous venez de nous montrer sont bonjour. S'il vous plaît, c'est pour les études que vous venez de nous montrer. Elles sont faites avec le périndopril 4 et le 10 et le 8. Ouais. Nous, actuellement sur le marché, on n'a que le 8, que le 5 et le 10. Est-ce que ça va être la Ça a même été chose? évalué, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et avec les génériques, C'est c'est juste, la même chose. je pense, c'est une action marketing, ni plus ni moins. Mais en termes d'efficacité, c'est exactement la même chose. Et Donc, votre expérience avec les génériques? On les utilise tous les jours. On Donc, les utilise. Il faut juste avoir l'œil. Il faut savoir les évaluer. C'est important. Parce qu'on a la chance et on a la possibilité de vérifier les génériques. Si vous donnez un bêta-bloquant, Dr Moustarfer tout à l'heure il parlait des bêta-bloquants, si vous donnez un bêta-bloquant et qu'il n'y a pas de baisse de la fréquence cardiaque, qu'il n'y a pas de baisse de la tension artérielle, ça veut dire que c'est du placebo. Donc il y a des moyens pour savoir si c'est un bon générique ou pas. Donc on remercie encore une fois professeur Shraibi. Et je vous informe que les résultats de DU de nutrition, ils seront annoncés à la fin de la dernière communication. Technimed, et on remercie le laboratoire Technimed qui a sponsorisé cette séance. Et on reprend dans...